Donc, je vous rappelle que ce séminaire est enregistré, qu'il sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'association. Merci de couper vos micros aussi. Donc, l'intervenant pour ce séminaire est Pierre Benini de l'IM2NP, d'Aix-Marseille Université. Donc, il va nous parler de l'analyse thermique. Donc, pour rappel, ce séminaire est en deux parties. Donc, aujourd'hui, Pierre va présenter les notions de base sur l'analyse thermique avec les concepts, la mise en œuvre. Et le second volet de ce séminaire donc, aura lieu le 6 juillet prochain. Donc, je vous propose de poser vos questions, alors soit dans le chat, soit alors vous mentionnez juste que vous avez une question à poser. Je prends ça en compte et puis l'ensemble des questions sera posé à Pierre à la fin du séminaire. Donc 45 minutes d'intervention de Pierre et après quoi nous aurons la partie questions. Donc Pierre, je te laisse la main, c'est à toi. Oui, merci Annie. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais parler d'analyse thermique, de notions de base en analyse thermique. Alors, je voudrais associer aussi, bon, là c'est moi qui présente, mais je voudrais associer à cette présentation mes collègues de Marseille, Georges Michaelian, avec qui on a fait beaucoup d'analyse thermique, et Jacques Roger, qui est peut-être la personne avec laquelle j'ai le plus discuté d'analyse thermique. Alors, comment bien. Voilà. Euh, alors déjà un petit, pour mieux situer le périmètre général, en fait, dans l'analyse thermique, les gens rangent beaucoup de types de méthodes assez différentes. En fait, dès qu'on change la température d'un échantillon et qu'on mesure une grandeur physique, on peut parler en quelque sorte d'analyse thermique. Donc, cette grandeur pouvant être la masse, pouvant être d'autres types de grandeurs physiques, comme des propriétés électriques, magnétiques, mécaniques, des propriétés de dilatation, etc. Alors, moi, je vais restreindre le sujet que j'appelle les méthodes d'analyse thermique, c'est-à-dire vraiment les méthodes où on change la température de l'échantillon et on détecte une grandeur d'origine thermique, que ce soit une simple température, hein, comme l'analyse thermique simple ou une différence de température entre un échantillon et une référence, ou bien encore une différence de flux de chaleur entre un échantillon et une référence. Donc voilà, je restreins le... Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est les méthodes couplées. Hein. Par exemple, un couplage classique, c'est analyse thermique et thermogravimétrie. Donc ça pourrait faire peut-être l'objet de séminaires de l'association sur ces méthodes couplées, qui sont aussi des méthodes très intéressantes. Alors, le plan de ma présentation, je vais dire d'abord un mot d'instrumentation, quels sont les capteurs et quels sont un peu les principes de conception des cellules de mesure. Ensuite, je parlerai du principe vraiment de l'analyse thermique simple et de l'analyse thermique différentielle. On regardera l'effet des principaux facteurs expérimentaux qu'on peut contrôler. Et ce qu'on subit aussi. Et puis, je parlerai d'étalonnage en température et en énergie. Alors, sur la mesure d'énergie en DSC, je parlerai uniquement des delta H de transition, sachant que la mesure du CP, je ne vais pas en parler, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un séminaire, hein. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà. Alors, l'origine de cet exposé, en fait, c'est qu'on m'avait demandé de faire une sorte de formation en analyse thermique. Donc, finalement, je me suis orienté vers des webinaires, mais donc c'est à caractère pédagogique. Et je vais essayer de présenter plutôt des principes et des considérations méthodologiques plutôt qu'une liste de résultats de recherche originaux. Bon, alors je m'excuse pour les personnes peut-être qui connaissent déjà bien l'analyse thermique, peut-être ils apprendront, enfin j'espère quand même qu'ils trouveront la présentation intéressante aujourd'hui. Donc, on va commencer par les capteurs. Alors, les capteurs, donc on s'intéresse à des grandeurs d'origine thermique, hein, donc on va mesurer soit des températures, soit des flux de chaleur. Alors, les capteurs, c'est tout d'abord le thermocouple basé sur l'effet Seebeck. Donc là, il s'agit d'un circuit électrique qui est fait par jonction de deux conducteurs métalliques de nature chimique différente. Hein, donc, on soude deux fils. On a donc deux jonctions. Je vais mettre un pointeur, voilà. Une jonction qu'on va appeler
la soudure chaude ici, T2, qui va être à une température T2, et une soudure à une température T1. Alors, dans ce circuit électrique, là, si on ouvre le circuit en mettant un voltmètre de forte résistance, et ben, quand on va mettre une différence de température entre les jonctions T1 et T2, on va enregistrer une différence de potentiel qui dépend de la différence de température. Alors, plutôt que de mettre cette température T1 à n'importe quelle valeur, dans la plupart, enfin, les montages classiques, la jonction est thermostatée à 0 degré, donc la jonction froide est à 0 degré. Et concrètement, dès qu'on raccorde un voltmètre à un thermocouple, forcément, à un moment, il va y avoir une jonction entre les fils du thermocouple et des connecteurs en cuivre, hein, que ce soit parce qu'on veut économiser les longueurs de fil en platine et en platine rodier, par exemple, ou même dès qu'on raccorde directement les fils de thermocouple à un voltmètre, à l'intérieur du voltmètre, il y a des connexions en cuivre. Donc, pour pas que cette connexion entre les fils de couple et le cuivre introduise une force électromotrice parasite, il faut thermostater ici la jonction froide à une température de référence qui, alors les tables sont souvent données par rapport à 0 degré, mais en pratique, ça peut être une température différente, soit qui est imposée et qu'on connaît, soit qu'on mesure, mais il faut que les deux jonctions soient à la même température. Donc, avec ce capteur, pour une température T, on va mesurer une force électromotrice par rapport à une température de la jonction froide. Alors maintenant, si on veut mesurer une différence de température, l'idée, c'est de monter deux couples de ce type en différentiel. Donc, vous voyez que là, on a deux couples. On a raccordé les deux fils B ici, ensemble, et on mesure aux bornes des deux fils A. Et dans ce cas-là, la force électromotrice qu'on va mesurer, elle va dépendre de la différence entre les températures T1 et T2. Donc là, on a un capteur qui permet de mesurer une différence de température. Maintenant, on peut vouloir s'intéresser à une différence de température entre deux surfaces. Donc, l'une portée à la température T2, l'autre portée à la température T1. Et vous voyez que c'est le montage différentiel. On peut déplier ici le fil B. Là, donc, on a ici le fil B, les deux fils A. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a par ce dispositif une mesure du flux de chaleur qui va s'échanger entre les deux surfaces. Parce que le flux de chaleur, il est globalement proportionnel à la différence de température entre les deux surfaces. Donc ça, c'est une conséquence de la première loi de Fourier. Si c'est un transfert conductif, on aura une équation de ce type. Alors le fait que le coefficient K, on ne le connaît pas forcément, il va falloir ce type de flux-mètre élémentaire va pouvoir nécessiter un étalonnage. Alors là, c'est si on a un petit élément de surface, mais si on veut vraiment mesurer sur deux surfaces, l'idée, c'est de monter une série de thermocouples différentiels en série et finalement de mesurer la force électromotrice aux bornes, sommer toutes ces forces électromotrices individuelles là, qui représentent les flux de chaleur échangés entre des petits éléments de surface. Alors, le flux de chaleur peut être différent le long de la surface, mais le flux mètre tel qu'on l'a dessiné ici, il va sommer tous ces flux de chaleur élémentaires et donc c'est une sorte d'intégrateur spatial du flux de chaleur. Et donc, c'est le professeur Tian qui a eu l'idée de ce qu'on appelle une pile thermoélectrique ou une thermopile, qui est à la base des calorimètres de Tian et Tian-Calvé ensuite, lorsqu'on en met deux en différentiel. Voilà. Donc, voilà un peu pour les capteurs de température, de différence de température et de flux de chaleur. Alors, vous savez qu'il existe différents types de thermocouples. Donc, il y en a toute une série dont les pouvoirs thermoélectriques en fonction de la température sont bien connus. À gauche, c'est plutôt des températures intermédiaires jusqu'à 1500 degrés. Et à droite, les couples pour température élevée jusqu'à au-delà de 2000 degrés pour les couples à base d'alliage de tungstène et de rhénium. Évidemment, il y a des différences sensibles de pouvoir thermoélectrique entre ces couples. On voit par exemple que pour un couple de type S, c'est-à-dire platine rodier 10%, à 1000 degrés, il vous renvoie 10 millivolts, alors qu'à la même température, ici, un couple chromel-allumel va vous renvoyer 40 millivolts. Donc, vous voyez que les couples K, par exemple, ils vont avoir une sensibilité 4 fois plus élevée que les couples basés sur des alliages de platine. Mais évidemment, ils sont beaucoup plus restreints en température et en résistance chimique à un environnement oxydant, par exemple.
Voilà. Alors, un autre point important à mentionner dès qu'on parle de thermocouple, et bon, de capteurs en général, mais de thermocouple en particulier, c'est le temps de réponse. Alors, si on imagine un thermocouple ici plongé dans un milieu, donc il va échanger de la chaleur avec ce milieu via une résistance thermique, et donc le thermocouple lui-même a une certaine capacité thermique. Il va intervenir la constante de temps du capteur, qui est le produit RC, hein, comme dans un circuit résistance-capacité. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on change, donc là, il y a un signal périodique, hein, si on change brutalement la température du milieu ici, donc qui change par un échelon, ici, on voit que le capteur, lui, va suivre, mais avec un certain retard. Hein. C'est comme la charge et la décharge d'une capacité. Donc, vous voyez qu'il tend vers la nouvelle valeur, mais de manière asymptotique ici, avec 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et de manière similaire, quand on va revenir à la valeur initiale, ben, il va lui aussi suivre, mais avec une certaine constante de temps. Et donc, si on fait une variation linéaire, par exemple ici, de la température du milieu, on va imposer une variation triangulaire, ce qu'on fait fréquemment en ATD. Hein. Vous voyez que le capteur, lui, va suivre avec un certain retard ici. Donc, il faut avoir à l'esprit qu'il y a toujours la réponse d'un capteur de température présente toujours un certain retard. Et alors, quand on étend ça, en fait, bon là, c'est si on imagine un seul capteur, mais il y a tout un appareil de mesure dans lequel le capteur est placé sous un creuset, etc. Ben, il y a toujours, on subit ces retards thermiques. Alors là, c'est par exemple l'effet, on peut visualiser l'effet des constantes de temps thermique sur l'évolution de la température mesurée sous la cellule de référence en ATD. Donc là, par exemple, on a imposé une température de consigne avec une vitesse de montée et de descente de 10 degrés par minute jusqu'à autour de la 325 degrés. Et on voit que, bon, on impose ça comme consigne, mais en pratique, ce qu'on mesure comme température de référence dans notre analyseur thermique, ben, il a du mal à suivre. Et puis, bon, il y a des problèmes aussi de régulation de température. Vous voyez que, en particulier à la descente, ben, on est assez loin des 10 degrés par minute qu'on a voulu imposer. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Méfiez-vous enfin, dans les vitesses élevées, c'est pas parce que vous imposez une rampe de montée et de descente qu'en pratique, vous suivez vraiment ça. Voilà. Alors maintenant, si on regarde comment sont conçues schématiquement les têtes de mesure pour différents types de techniques, hein, depuis la plus simple, donc il y a l'analyse thermique simple, comme son nom l'indique, donc qui consiste à plonger un thermocouple dans un creuset. Bon, ça, c'était l'idée de départ. Ensuite, l'analyse thermique différentielle, bah, cette fois-ci, on va plonger un creuset un thermocouple dans un creuset échantillon et à côté un thermocouple dans un creuset référence. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça ne se prête pas à un étalonnage en quantité d'énergie parce qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle manip, il va falloir démonter le couple et s'il est plongé dans l'échantillon, vous risquez de détruire le capteur. Et donc, si vous voulez pouvoir réutiliser le même montage pour une manip d'étalonnage et une manip d'étude de l'échantillon, vous allez être obligé de placer les thermocouples non pas dans le creuset, ce qui était l'idéal pour la mesure vraiment de la température de l'échantillon, mais sous le creuset. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ATD quantitative. Donc, ça permet de ne pas sacrifier le couple à chaque manip. Et puis ensuite, l'idée d'après, c'est que si vous voulez vraiment mesurer les flux de chaleur de manière assez précise, il faut rendre le signal différentiel entre les deux cellules assez indépendant des remplacements de creusets, etc. Et donc de créer finalement un pont thermique entre les deux creusets. Et généralement, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un plateau. Vous voyez ici sur la droite un exemple d'instrument conçu sur ce principe qui fait que la différence de température est assez indépendante du fait que vous posiez un creuset, que vous l'enleviez, que vous le reposiez exactement et que vous le replaciez. Donc on passe dans le domaine de la DSC quand on a des montages un peu de ce type-là. Alors, chaque fois sur la droite, vous avez des exemples des montages que je décris sur la gauche. Hein. Alors, l'idée d'après, c'est si on veut augmenter la sensibilité, ben, plutôt que mettre un simple couple différentiel, ben, vous en mettez une série. Donc, vous mettez une thermopile, mais entre les deux creusets. Donc, c'est par exemple sur un capteur 2D, le principe d'un DSC Mettler-Toledo de ce type-là, où le capteur est de ce type-là. Et puis, l'idée d'après, c'est de mettre une thermopile autour de chaque creuset. Alors, il y a des DSC Mettler qui ont ça où les piles sont uniquement 2D dans le plan du plateau, là. Mais il y a aussi des DSC avec vraiment des flux mètres 3D
Donc, à l'origine, c'était le DSC 111 de Cetaram, qui maintenant s'est appelé le CEN 6, et puis ensuite le Calvé Pro. Donc là, vous avez une vraie pile thermoélectrique autour de chaque creuset. Ensuite, vous avez le DSC à compensation de puissance. Donc là, le principe est différent. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Mais là, vous avez un chauffage individuel des deux creusets. Donc, en fait, il y a deux fours, hein, l'un sous le creuset échantillon, l'autre sous le creuset référence. Et vous avez des capteurs de température. Et donc, l'idée, là, c'est d'annuler en permanence la différence de température entre les deux creusets. Et pour ça, vous ajustez la puissance injectée dans chacun des creusets. Donc, voilà, ça, c'est la conception originale du DSC de Per Kinelmer. Alors, maintenant, si on en vient au principe de la mesure elle-même, bon, bah, le montage le plus simple, on met un échantillon, dans un creuset, on met l'échantillon et on plonge le thermocouple de mesure à l'intérieur, le tout dans un four dont on va piloter la température de manière linéaire. Donc, si on a, ici, on imagine une transition invariante endothermique au chauffage, on va avoir une montée en température qui suit la montée du four avec un certain retard. Et puis, quand on arrive à la température invariante, on a un arrêt thermique dû au fait que la variance est nulle. Et tant que l'échantillon n'est pas complètement fondu, ici, on va rester isotherme. Et ensuite, quand l'échantillon est complètement fondu, on a la température de l'échantillon qui veut suivre à nouveau l'évolution imposée par le four. Voilà pour le principe de l'analyse thermique simple. Pour l'analyse thermique différentielle, donc cette fois-ci, on a un couple différentiel que vous voyez ici. Hein. Aux bornes, ici, on va mesurer la différence de température entre le creuset S échantillon et R référence. Tout ça placé dans un four dont on pilote la consigne de température en fonction du temps. Alors, pour la même transition, ici, un même type de transition, ce que vous allez enregistrer, c'est la différence entre la température ici en trait noir continu de l'échantillon et puis celle de la référence ici en pointillé. Donc, vous voyez que cette différence est nulle. En fait, elle est pas nulle, mais elle a une valeur constante tant qu'il n'y a pas de transition. À partir du début de la transition, qui est ici la température qu'on appelle d'onset, il y a un arrêt thermique sur la température échantillon, alors que la température augmente linéairement, ce qui fait que la différence, elle va croître linéairement jusqu'à la fin de la fusion. Et on va avoir ici un retour exponentiel dû aux constantes de temps de l'appareil vers la ligne de base imposée par le chauffage linéaire. Alors, les principes d'une bonne ATD, c'est un chauffage identique des deux cellules. Hein, donc, ça, c'est la symétrie du montage. Le meilleur contact possible entre le capteur et l'échantillon, ici, à défaut de pouvoir l'immerger directement dans l'échantillon. Et alors, un troisième qui est moins évident, sur lequel notamment Jacques Roger avait attiré mon attention, c'est que si on veut maximiser le signal différentiel, il faudrait en théorie avoir un bon découplage thermique entre les cellules, parce que sinon on a une perte de sensibilité. Et vous voyez que ça, c'est un peu contradictoire. Par exemple, avec des montages de ce type, alors voilà, montage de ce type où on a par exemple à haute température deux creusets qui peuvent rayonner l'un vers l'autre et où on n'a pas intercalé du tout d'écran entre les deux pour augmenter le signal différentiel. Donc voilà, c'est pas toujours la troisième condition ici et pas toujours forcément respectée dans les montages commerciaux. Alors un peu de terminologie donc sur les températures caractéristiques d'un pic d'analyse thermique. Donc on a avant le pic lié à une transformation de phase, une ligne de base initiale, après le pic, une ligne de base finale. Et puis, au milieu, on a donc le pic. On peut définir une ligne de base interpolée. Bon, il faut avoir une idée de quelle forme elle peut avoir en fonction de ce qui se passe. Et puis, on définit ici ce qu'on appelle la température de première déviation, first deflection en anglais, une construction assez fréquemment utilisée qui est l'extrapolated onset, qui est en fait, on fait une extrapolation ici de la ligne de base initiale linéaire de la montée du pic et on regarde la température d'intersection. Ici, on a la température du pic qui n'a pas forcément un grand intérêt thermodynamique suivant la nature de la transition, mais qui est parfois utilisée aussi pour des dépouillements cinétiques, notamment dans les méthodes de type Kissinger. Et puis, bon, à la fin, on peut définir, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, un offset ou n-set et puis un extrapolated offset. Voilà, bon, c'est des termes que vous pouvez trouver dans la littérature d'analyse thermique. Alors aussi, ce qui est intéressant de regarder, c'est quand on trace des thermogrammes ATD, donc le signal différentiel en fonction de la température, il faut savoir de quelle température on parle.
Si on a un signal différentiel, toujours pour notre transformation invariante, en fonction de la température au contact du creuset référence, on va avoir un signal, on l'a vu comme ça, avec une montée linéaire et un retour exponentiel. Vous voyez que si vous, par contre, vous immergez un thermocouple dans l'échantillon, vous allez avoir une montée très abrupte ici, puisque là, on mesure presque on a l'arrêt thermique. Là, vous allez voir une montée abrupte. Et puis finalement, si vous êtes au contact du creuset échantillon, vous êtes dans une situation un peu intermédiaire entre le contact du creuset référence et puis l'immersion directe dans l'échantillon. Alors, dans un appareil ATD, il faut savoir quelle température vous indique votre analyseur thermique. J'imagine qu'il y a des appareils qui permettent d'utiliser la température du contact du creuset référence ou du contact du creuset échantillon, mais le plus souvent, celle qui est donnée, c'est celle qui est au contact du creuset référence. Alors bon, ça, c'est des allures un peu schématiques, mais sur la droite, il y a une courbe réelle là, que j'ai prise dans une publi de Bottinger. Vous voyez que le signal par rapport au couple de référence, ici, il a une montée linéaire, ici, et qui peut se superposer, en fait, si vous, au lieu de l'échelle de température, vous tracez l'échelle de temps, vu qu'on impose une vitesse constante de chauffe, on peut la superposer, en fait, à la courbe de delta T en fonction du temps. Et par contre, si vous êtes capable de mesurer la température échantillon, vous avez ici une montée du signal beaucoup plus abrupte. Voilà. Alors bon, voilà pour les courbes. Alors en pratique, ces courbes, elles peuvent être modifiées par tout un tas de facteurs. Tout ce qui change un peu ce qui peut changer le signal, c'est de très nombreux facteurs. Alors je les ai classés de manière un peu artificielle en 3 catégories. Alors ça peut être les caractéristiques de l'appareil, les conditions d'analyse et les caractéristiques de l'échantillon. Alors pour ce qui est les caractéristiques de l'appareil, bon, ça généralement on n'y touche pas trop, mais en théorie, si le four est bien conçu, il doit garantir l'isothermicité de la zone où est localisée la tête de mesure. Donc, par exemple, par des séries d'écrans en dessous, en dessus. Voilà. Les capteurs, ce qui joue beaucoup, c'est, bon, on l'a vu, la nature des capteurs pour la sensibilité, mais surtout leur positionnement vis-à-vis de l'échantillon et de la référence, et la qualité des contacts thermiques qui réalisent le couplage entre le capteur et le creuset, par exemple. Alors, le creuset joue évidemment sur le signal, puisque sa nature chimique va influer à la fois, généralement on va le choisir pour éviter qu'il réagisse avec l'échantillon, mais il joue aussi par ses propriétés thermiques. Ce n'est pas pareil si vous avez un matériau métallique bon conducteur comme le platine ou un creuset en alumine. Voilà, donc ça va jouer sur les constantes de temps thermique, la nature chimique du creuset. Évidemment, sa masse et sa géométrie, puisque sa masse, c'est la capacité thermique du creuset, intervient dans les constantes de temps. Alors, les conditions d'analyse, ça, c'est les paramètres que contrôle l'expérimentateur. C'est la vitesse de chauffage et de refroidissement qu'on impose, mais ça peut être aussi la nature du gaz, par exemple. On peut travailler sous atmosphère statique ou balayage de gaz, et puis aussi, si on change la nature du gaz, par exemple, l'hélium est beaucoup plus conducteur que l'argon, et donc va avoir tendance à favoriser les transferts thermiques. Alors, les caractéristiques de l'échantillon, celui sur lequel on joue tout d'abord, c'est la masse, évidemment. Ça a un gros effet. Mais il y a d'autres propriétés qui jouent de manière un peu plus, où le lien est un peu plus complexe, comme évidemment les propriétés thermiques de l'échantillon interviennent dans les transferts thermiques, le fait qu'il puisse se dilater ou pas, qu'il épouse la forme du creuset, etc. Et puis pour tout ce qui est échantillon divisé, la taille des particules, la densité de compactage, la forme, si on fait des pastilles, etc. Donc, ça va jouer éventuellement le degré de cristallinité pour les matériaux vitreux. Et puis après, des échantillons, et ça on le verra plutôt dans le deuxième exposé, les échantillons, ils peuvent avoir des cinétiques de transformation et pas vouloir suivre vraiment à la lettre l'équilibre thermodynamique aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc, suivant il peut y avoir des problèmes de surfusion, des problèmes de diffusion lente, etc. Alors, on commence par le transfert thermique dans un appareillage réel, on l'a déjà dit, mais même si on imagine qu'une forme d'un signal ATD soit très anguleux, comme ce qui est représenté à gauche, donc on voit la différence entre la température échantillon et la température référence, ce serait la courbe bleue. En pratique, tout est plus arrondi que cette représentation à gauche, et donc on va avoir des accidents thermiques qui se détectent de manière moins facile que si les transferts thermiques étaient parfaits. Alors, l'emplacement des thermocouples va jouer parce que soit on les met directement au cœur de l'échantillon, comme les montages ABC ici,
Mais le plus souvent, on l'a déjà dit, ils vont être en contact soit d'un creuset, ici, ou alors inséré dans un doigt de gant, un creuset en forme de doigt de gant. Donc ça, c'est meilleur en termes de mesure de température parce que la soudure chaude du couple, elle est vraiment plongée dans le champ thermique de l'échantillon, plus que dans la situation B, où ça peut être aussi une ampoule scellée dans certains cas. Et ça peut être aussi au contact d'un plateau porte-échantillon. Donc tous ces montages n'ont pas les mêmes constantes de temps, hein, et donc ça va avoir un effet sur le signal. Alors pour s'en convaincre, une étude ici expérimentale qui montre bien la différence entre un couple immergé directement dans un échantillon. Là, c'est d'une fusion d'éthèmes pur. On voit que on visualise un arrêt thermique. Ici, c'est la courbe rouge. Alors que si on est au contact du creuset échantillon, on va avoir plutôt le signal noir ici. Et donc, vous voyez que l'arrêt thermique n'en est pas vraiment un ici. Et au niveau du signal ATD, on va avoir un signal beaucoup plus abrupt ici, avec le couple placé dans l'échantillon lui-même. Voilà. Alors, l'évolution du contact thermique, on le voit souvent lorsqu'on fait deux fusions consécutives d'un échantillon. Et généralement, la première fusion d'un échantillon solide améliore le contact thermique capteur-échantillon. Donc, vous voyez que sur la première fusion, qui est la courbe rouge ici, on a, avant la fusion et après la fusion, un décalage de ligne de base ici, entre le niveau à gauche et le niveau à droite. Et puis, on a un onset ici qui est beaucoup moins marqué que lors de la deuxième fusion, où on a un démarrage plus net. Donc, et une descente de pic aussi qui a une forme à peu près similaire dans les deux cas. Mais il faut généralement on fait une première fusion lorsqu'on peut, évidemment, parce que lorsqu'on a des échantillons recuits qui sont longs à recuire, ben, c'est la première analyse thermique. On va être obligé d'utiliser les résultats parce que une fois qu'on aura fondu l'échantillon, après, il risque de pas être à l'équilibre lorsqu'on refroidit. Donc, mais quand on peut, ben, il faut déjà faire une première fusion pour améliorer le contact thermique. Alors ensuite, on va passer à l'effet des paramètres qu'on contrôle facilement en ATD, c'est la vitesse. Alors l'ATD, ben, de toute façon, c'est par nature une méthode dynamique. Et on a vu qu'on va avoir des décalages, ne serait-ce que du fait de la thermique de l'appareil. En plus, on a les facteurs liés aux cinétiques de transformation de phase, et donc, on va avoir un décalage qui va généralement qui va s'aggraver avec la vitesse. Donc, si on imagine une transformation de phase ici, un invariant, donc là, ici, j'ai tracé l'enthalpie en fonction de la température, une transformation invariante à une température ici. Donc, ça, c'est la courbe d'enthalpie. La courbe de CP équivalent de l'échantillon, qui représente en quelque sorte le signal ATD une fois qu'on aura convolué avec la fonction de transfert de l'appareil. Voilà, donc ici on a une première pente constante, donc on a un CP constant dans une phase, un CP constant ici par exemple dans le liquide, puis entre les deux on a un Dirac de CP, mais qui n'a pas une hauteur infinie, hein, puisque normalement l'intégrale de ce pic-là, ça doit correspondre à l'enthalpie de fusion, en l'occurrence. Alors, lorsque on injecte ça dans notre appareil d'ATD, ben on va récolter un pic ici, qui transforme ce Dirac en un pic. Alors, ce qui est important de noter, on a déjà parlé de pourquoi on a cette forme-là de montée linéaire et de retour exponentiel, mais surtout, on va aussi détecter ici avec un retard l'onset du pic par rapport à la température vraie, à l'équilibre thermodynamique, parce qu'on n'est pas à vitesse nulle. Donc, la conséquence de ça, c'est que si on s'intéresse vraiment à la température thermodynamique, qui par définition est à vitesse nulle, à l'équilibre, ben, il va falloir déterminer les températures de transition à plusieurs vitesses et d'extrapoler la valeur à vitesse nulle. Donc, on voit ici le cas pour une fusion d'indium pur, hein, où on voit que lorsqu'on passe de 10 à 5 et 2 degrés par minute, on décale progressivement de 161 à 160 à 159, 99, sachant que la valeur de l'échelle internationale de température pour l'indium, c'est 156,6. Donc, progressivement, on peut... alors, ça demande évidemment de répéter les expériences à différentes vitesses. Alors voilà un autre exemple qu'on avait fait au labo, une courbe du même type, et où on voit notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que la première fusion à 5 degrés par minute, on avait effectivement cet effet de courbe beaucoup plus arrondi que la deuxième fusion ici.
Alors, on peut s'interroger aussi sur l'effet de la vitesse sur la forme et l'aire des pics. Alors, ça dépend le type de représentation qu'on adopte. Alors, si on trace le signal différentiel en fonction du temps, ce qui est fait ici sur la figure de droite, vous voyez que plus la vitesse est élevée, plus on a un pic qui est haut et qui est moins étalé en temps. Mais si on calculait l'intégrale sous la courbe pour ces trois pics, on verrait que l'air est à peu près constante en fonction de la vitesse, au moins dans une certaine gamme de vitesse, hein. Donc en fait, l'air ne change pas, ce qui est heureux, hein, puisqu'elle est proportionnelle à l'enthalpie de la transition. Donc euh, l'air est constante dans cette représentation-là. Par contre, dans la représentation signal différentiel en fonction de la température, là on voit que quand on va plus vite, on a un pic plus haut et plus étalé en température, on le voit nettement là pour un pic à 10 degrés par minute, et qu'on a une aire qui est proportionnelle à la vitesse, donc on a une aire beaucoup plus importante ici pour le pic à 10 degrés par minute que pour le pic à 2 degrés par minute. Alors la conséquence, c'est qu'on voit bien qu'une vitesse élevée, ça augmente la sensibilité, donc la capacité à détecter des événements thermiques de faible magnitude, mais par contre ça diminue la résolution de température et que donc il faut pouvoir trouver un compromis suivant ce qu'on veut mettre en évidence. Alors pour l'illustrer, je montre ici un cas qu'on a fait récemment au labo sur un échantillon de nitrate d'argent. En fait, dans ce nitrate d'argent, il y a deux transitions. Il y a une transition allotropique alpha-bêta et puis la fusion congruente du nitrate d'argent. Et là, il y avait eu un peu, l'étudiant avait eu la main lourde sur la masse de nitrate d'argent dans le creuset, donc il y a eu une masse importante ici. Et on voit qu'à 10 degrés par minute, on détecte bien la première transition, mais on n'est pas encore revenu à la ligne de base, qu'on a déjà la deuxième transition de fusion. Alors, au refroidissement, là, on n'a pas détecté la deuxième transition, mais par contre, quand on a réchauffé à 2 degrés par minute, là, on voit qu'on arrive bien à découpler. Évidemment, on a un pic beaucoup plus petit pour la première transition, mais on sépare bien la transition de phase solide-solide et la fusion derrière. Donc, voilà, il faut avoir à l'esprit que si on veut augmenter la résolution en température, il faut diminuer la vitesse. Alors, un autre moyen, c'est de jouer sur la masse d'échantillon. Alors, évidemment, plus on met d'échantillons, plus on va avoir une déflexion importante par rapport à la ligne de base. On voit ici, c'est illustré pour l'argent, où on a fait varier la masse de 6 à 483 mg, et on voit bien qu'on a un signal beaucoup plus intense là pour la plus forte masse. Mais à nouveau, ce signal plus grand retarde la température à laquelle le signal retourne à la ligne de base. On voit qu'ici, ça commence autour de 960 et ça finit au-delà de 1000. Donc, certes, on a un grand pic, mais il s'étale sur une cinquantaine de degrés. Et donc, dans des situations où on a deux événements proches, comme le cas précédent, c'est assez problématique. Et donc, à nouveau, on a un compromis à trouver entre sensibilité et résolution. Alors, évidemment, si on voulait optimiser, il faudrait étudier le signal en fonction de la masse, et on n'a pas toujours le temps de faire ça. Mais il faut avoir à l'esprit que des fortes masses, généralement, moi, je me suis aperçu que les gens ont souvent tendance à mettre une masse importante en se disant, ben, comme ça, on va bien détecter. Ben, ça dépend, pas toujours. Si on a des événements proches, alors une autre manière de le voir un peu moins triviale, c'est de normaliser le flux de chaleur par unité de masse. Et là, on voit bien que plus la masse est élevée, alors ici, donc, c'est en watts par gramme, hein, le flux de chaleur, et c'était une fusion d'indium sous azote. Et on voit bien que plus la masse est élevée, plus on a un pic étalé en température. Donc, la masse 15 mg correspond à la courbe rose, alors que la masse de 1 mg correspond ici au pic en noir. Donc, quand on a des faibles masses, on a un pic qui est beaucoup plus resserré en température. Et donc, on a une bien meilleure résolution. Alors, voilà pour l'effet des paramètres. Alors maintenant, je vais passer à une autre caractéristique de l'analyse thermique, enfin, quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment l'étalonnage de l'appareil. Hein, comme pour de nombreux appareils, il faut étalonner et éventuellement à étalonner. Alors, il y a deux types d'étalonnage en analyse thermique. Il y a l'étalonnage en température et puis l'étalonnage en énergie. Donc, je vais commencer par parler d'étalonnage en température. Alors déjà, pourquoi on étalonne alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que l'échelle de température internationale a été établie par des méthodes statiques. Or, en ATD, on est en méthode dynamique.
Donc, en analyse thermique en régime dynamique, à vitesse de changement de température constante, donc ça fait déjà une différence par rapport à l'échelle internationale de température. Et en plus, on a vu que le capteur n'est en général pas immergé dans l'échantillon. Donc, on a une différence de température, un gradient entre le capteur et la température du capteur et la température de l'échantillon. Alors, cette différence en régime dynamique, elle est très sensible aux conditions de transfert thermique entre le capteur et l'échantillon. Évidemment, la nature du creuset, la vitesse, la masse, etc. Et cette différence, elle va s'annuler et devenir indépendante des conditions expérimentales qu'à vitesse nulle. Donc, pour toutes ces raisons, il faut avoir une idée de cette différence, éventuellement de l'annuler par une mesure à plusieurs vitesses et une extrapolation à vitesse nulle, ou bien de la quantifier pour pouvoir corriger la température mesurée. Alors ça, c'est la raison pour laquelle il faut étalonner. Mais pourquoi il faut réétalonner? Parce que, évidemment, les conditions expérimentales changent au cours du temps. Si on change de nature d'échantillon, on va changer le creuset. Donc ça va changer les transferts thermiques, les gradients, etc. Et puis aussi, un autre effet, c'est le fait que les thermocouples, c'est des alliages métalliques où les deux fils ont des compositions chimiques nécessairement différentes. Et donc, ils peuvent vieillir par interdiffusion des éléments constitutifs. Bon, là, j'avais trouvé des ordres de grandeur là, pour un thermocouple S, platine rhodier 10%, sous air, ou qui montrent qu'on peut avoir des dérives qui peuvent être importantes, de plusieurs Kelvin, pour des séjours prolongés à haute température. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'un couple est dérive, qu'il faut nécessairement le jeter ou qu'il faut jeter la tête de mesure, mais au moins, il faut être capable de quantifier par un étalonnage la différence de température. Une illustration de ça, c'est un étalonnage qui avait été fait ici sur une analyseur thermique au labo, sur une fusion d'argent à différentes vitesses, au chauffage, donc les vitesses positives à droite, à 1, 4 et 5 degrés par minute, et à droite à moins 5, moins 1, moins 0,5 degrés par minute. Et on voit quand on extrapole cette température mesurée à vitesse nulle, on trouve quelque chose autour de 959 degrés. La température de fusion théorique de l'argent, c'est 962 degrés. Donc, on voit qu'on est décalé globalement de 3 degrés là, avec cet appareil. Bon, si on est capable de quantifier cet écart, on peut toujours utiliser l'appareil, mais il faut être conscient qu'on est décalé en température. Voilà. Alors, comment on fait pour étalonner l'appareil ATD? En température, généralement, c'est sur une série de points fixes, parce que, évidemment, l'écart de température dépend lui-même de la température. Pourquoi? Parce que les modes de transfert thermique changent en fonction avec l'élévation de la température, ou du moins les contributions relatives de chaque mode de transfert thermique au transfert thermique total varient. Donc, en fait, il va falloir étalonner à plusieurs températures notre analyseur. Alors, ici, j'ai pris un premier exemple, et vous verrez que il y a différents exemples qui montrent des choses intéressantes. Ici, c'est un DSC, mais qui est étalonné sur un assez faible intervalle de température, entre 100 et 500 Kelvin. Là, ils ont fait beaucoup de points d'étalonnage, il y a eu 8 points d'étalonnage. Et si dans une représentation de température observée en fonction de la température de la valeur admise, on voit une bonne linéarité. Normalement, ça doit être si c'est une pente de 1, voilà, c'est la première bissectrice. Et donc, on a un faible écart. Mais en fait, ce genre de représentation, moi, j'aime pas beaucoup ce genre de représentation parce que souvent, si on fait ce genre de représentation sur un intervalle large de température, on a toujours l'impression que c'est linéaire et ça masque les écarts réels entre les températures mesurées et les températures de référence. Alors, une meilleure représentation, de mon point de vue, c'est de tracer non pas la température mesurée en fonction de la température admise, enfin la température de la bibliographie, c'est plutôt de tracer l'écart de température en fonction de la température. Et là, donc, j'ai pris une autre publication là, de Rutsch en 2002 qui a étalonné un DSC sur 5 points fixes entre l'ambiante et puis ici 600 degrés. Alors, vous voyez que si vous faites un étalonnage 2 points, avec par exemple la fusion d'indium ici et la fusion du sulfate de lithium, et que vous postulez une correction de température qui évolue linéairement entre les deux, vous pouvez être assez loin de la réalité et avec un écart qui, dans ce cas précis, peut s'élever jusqu'à 2 degrés au milieu de l'intervalle ici. Vous voyez que si vous rajoutez un 3e point d'étalonnage entre les 2 points extrêmes ici, et que vous postulez une variation linéaire de la correction entre chacun des points d'étalonnage, vous réduisez déjà l'écart
à 0,5 Kelvin. Et puis, évidemment, plus vous rajoutez de points, plus vous estimez précisément votre correction d'étalonnage. Mais dans tous les cas, il faut avoir ça à l'esprit, il faut au moins 3 points d'étalonnage pour démontrer la linéarité d'une correction de température. Donc, cette représentation est plus intéressante. Un autre cas, j'ai trouvé pour un DSC haute température, ici, dans une publication de 2017. Donc là, ils avaient fait toute une série de points fixes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points fixes en creuset alumine. Et là, vous voyez aussi que l'écart de température, il varie entre la température expérimentale et la température nominale, en fait, de référence tirée de la bibliographie. Il est assez important. Et cet écart augmente avec la température jusqu'à atteindre des valeurs de l'ordre de 5 degrés à la température de fusion ici du nickel. Et vous voyez que ce n'est pas linéaire. Et donc, c'est important de quantifier cet écart. Alors, dans ce cas-là, ils avaient fait les mesures à plusieurs vitesses et ils avaient extrapolé à vitesse nulle. Ça peut être assez fastidieux, notamment plus quand on va à des températures élevées ici, parce qu'aller jusqu'à 1500 degrés à 1 degré par minute, c'est assez long. Et bon, on n'a pas toujours le loisir de pouvoir faire ça, en particulier pour économiser le temps de séjour à haute température, pour diminuer le temps de séjour à haute température et préserver un peu les têtes de mesure. Pour continuer sur l'étalonnage, je vais maintenant passer à l'étalonnage en quantité de chaleur. Alors, je vois qu'il faut que j'accélère un peu. Donc, l'idée ici, c'est on a un pic, on veut mesurer l'air du pic. Donc, en pratique, on va définir une ligne de base interpolée. On va calculer la différence entre le signal et la ligne de base. Et on va faire l'intégrale de la différence entre le signal mesuré et la ligne de base interpolée en fonction du temps, l'instant de début, l'instant de fin de la transition. Donc, on va mesurer comme ça l'air ici. Si on connaît le delta H de la transition sur un matériau étalon, on va pouvoir en déduire le coefficient d'étalonnage, qui est le rapport entre la quantité de chaleur liée à la transition. Donc ici, on connaît le delta H de la transition, on connaît la masse de l'échantillon, donc on connaît le nombre de joules mis en jeu. On divise ce nombre de joules par l'air du pic et on obtient le coefficient d'étalonnage. Alors, dans les anciens analyseurs qui avaient des enregistreurs papier, c'était l'air du pic était en centimètres carrés. Maintenant, on a des voltmètres numériques et on a des millivolts secondes ou des microvolts secondes. Et le coefficient d'étalonnage est donc en milliwatts par millivolt. Alors évidemment, ce coefficient d'étalonnage, j'en ai déjà un peu parlé, il varie avec la température parce qu'on a des contributions relatives des différents modes de transfert de chaleur, conduction, convection, rayonnement, qui varient avec la température. Et puis, ça dépend du creuset aussi, de l'atmosphère du four, de la vitesse. Donc, il va falloir étalonner dans des conditions expérimentales les plus proches possibles de celles de la mesure et à 2 ou 3 températures afin de mieux évaluer le coefficient d'étalonnage à la température de mesure. On voit ici que le coefficient d'étalonnage en creuset platine pour un analyseur thermique était assez différent de celui en creuset alumine. On voit aussi ici que pour un DSC, on avait ici un minimum du coefficient d'étalonnage, c'est-à-dire un maximum de sensibilité autour d'une certaine température, et la sensibilité se dégrade de part et d'autre de ce maximum. Alors, une autre illustration de la variation de la sensibilité en énergie, donc en enthalpie, des analyseurs thermiques avec la température. C'est ce graphe ici qui est dû à Drébouchak, là où on voit que pour différents DSC, il a quantifié le coefficient de sensibilité qui est l'inverse du coefficient d'étalonnage, donc cette fois-ci en microvolts seconde par millijoule ou en microvolts par 1 milliwatt. On voit ici qu'on a un maximum, c'est les 3 courbes continues, et puis que ça redécroît à température du fait de l'importance du rayonnement, alors que la sensibilité du thermocouple, elle, est donnée par la courbe en pointillé. Alors, un autre analyseur thermique, ici un autre exemple, sans rentrer dans les détails, on voit bien cette baisse de sensibilité à haute température, que ce soit pour une ATD ou un DSC ici, par une série d'étalonnages sur des points fixes. Alors, on peut essayer de modéliser ce coefficient d'étalonnage. Là, bon, il y a un exemple aussi, une publication de Drébouchak, où il peut montrer que le coefficient de sensibilité, ici, on va pouvoir l'exprimer sous la forme, ici, epsilon de T. Alors là, ici, epsilon, ce n'est pas l'émissivité, c'est le pouvoir thermoélectrique du thermocouple. Et par contre, ici, il modélise des transferts thermiques conductifs à travers, ici, les supports des creusets et aussi du transfert radiatif.
Et donc, il montre par ce modèle assez sommaire que le coefficient de sensibilité, en gros, il va pouvoir s'exprimer sous la forme A plus BT3 divisé par la sensibilité du thermocouple qui, bon, si elle est relativement constante dans une certaine gamme, finalement, si on trace un sur K en fonction de le cube de la température, on doit avoir une droite, et c'est ce qu'il avait vérifié sur un analyseur thermique ici. Il montre cette évolution de la sensibilité avec la température. Alors, un autre point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la vitesse doit avoir en général un effet assez faible sur l'aire des pics, mais il faut aussi quantifier l'effet de l'asymétrie du montage. Donc là, c'est pour un DSC où, en fonction de la vitesse, ici, on a tracé l'aire du pic pour une fusion d'indium, et on voit que qu'on mette l'indium du côté gauche ou du côté droit, on a une sensibilité qui ne varie pas tellement avec la vitesse, mais que par contre, elle est un peu différente à gauche et à droite. Vous voyez les valeurs, 4940 plus ou moins 10, 4920 plus ou moins 10. Donc, on a une faible asymétrie de l'appareil, mais en pratique, si vous voulez éviter l'incertitude associée au défaut de symétrie de l'appareil, ben, il faut choisir un côté échantillon, un côté référence, et puis le conserver pour toutes les expériences. Voilà. Alors, pour finir cette première partie sur vraiment les notions de base, je voudrais juste anticiper un peu sur la relation entre la forme. Bon, une des applications principales de l'analyse thermique, c'est de déterminer le diagramme de phase. Et donc, quel lien entretient le signal ATD avec le diagramme de phase? Alors, une première approche vraiment très simple, hein, c'est d'utiliser les conotes pour estimer le signal ATD. Alors ici, par exemple, si on s'intéresse à la fusion d'une solution solide à travers un fuseau, donc on va chauffer un alliage de composition XB. Donc on peut tracer à chaque température dans l'intervalle ici de fusion la fraction de liquide formée par la règle des segments inverses, on obtiendra la courbe noire. Et si on fait sa dérivée par rapport donc à la température, on dérive cette courbe, on la multiplie par -1 ici pour avoir le pic vers le bas, ce qui correspond à la convention de la conférence internationale d'analyse thermique et de calorimétrie qui recommande de tracer les effets exothermiques vers le haut et les effets endothermiques vers le bas. On voit qu'on a un signal ATD qui va ressembler à cette courbe-là. Et si on a un diagramme de phase eutectique ici, qu'on fait le même type de construction, on voit qu'on aura un signal thermique qui aura la forme ici avec un premier pic invariant qui correspond à la fusion ici de B pur, et puis ensuite la fin de la fusion de A sur cet intervalle de température qui correspond ici au deuxième pic. Voilà, donc ça c'est pour illustrer le lien entre diagramme de phase et signal. Alors juste pour finir, pour annoncer un peu le prochain exposé, donc je parlerai de comment on modélise de manière plus approfondie le signal thermique de votre analyseur, que ce soit une ATD ou un DSC. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de traitement du signal? Je parlerai un peu de signal dérivé. Comment on l'applique de manière plus précise à la détermination des diagrammes de phase, et puis les problèmes que posent les difficultés d'atteindre l'équilibre. Et voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre, pour cet exposé instructif et pédagogique. Donc, on peut passer maintenant aux questions. Alors, donc il y a une question de Stéphane dans le chat, mais peut-être Stéphane, si tu peux prendre la main si tu veux, et Oui, pourquoi pas? tu peux poser la Pourquoi question pas? directement. Eh ben, je vais me permettre de le faire. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Sur le modèle que tu viens de présenter, page 33, j'avais le sentiment que, effectivement, il y avait bien dans les équations de transfert une considération du rayonnement thermique, mais pour autant, les températures considérées ne permettaient pas de rendre ce phénomène prépondérant. Alors là, Je ne sais pas exactement quelles sont les températures là, concernées là, jusqu'au chlorure de césium, et j'aurais voulu avoir ton avis. Alors, bon, moi, je t'avoue que là, j'ai repris cette publi ici. C'est vrai que 400 K, c'est a priori pas une température où le rayonnement est prépondérant, mais en tout cas, dans sa représentation telle qu'il l'a tracée ici, il observait une bonne linéarité dans cette représentation-là. C'est vrai que 400 K, ça paraît faible, hein, vu qu'on s'attend à ce que le rayonnement soit
plus intense, surtout lorsqu'on dépasse 800 degrés C ou 500 degrés C. Bon. Tu En sais tout cas, si ce modèle a il a été utilisé revendiqué par dans ce d'autres? modèle, sachant que dans ce modèle, il a aussi mis ici le transfert conductif, mais qui, lui, est contenu, a priori, plus là-dedans que dans le terme en T3. Donc, après, ces coefficients de sensibilité ici, sur ce montage-là, on voit qu'il a une évolution de sensibilité de cette forme-là, mais d'autres allures sur des appareillages réels qui ont été quantifiés par ailleurs, d'ailleurs par le même auteur ici, donnent des évolutions du coefficient de sensibilité qui montrent en fait un maximum ici, un maximum plutôt généralement ici. Et en règle générale, la baisse de sensibilité à haute température est due au fait que les capteurs, ben, c'est des capteurs par contact dans ces appareils-là, et que donc ils voient une plus grosse partie du flux de chaleur, une plus grosse fraction de flux de chaleur quand le rayonnement est assez faible, alors que quand le rayonnement augmente, ben, la partie qui n'est pas quantifiée est plus importante, et donc la sensibilité diminue, quoi. Donc c'est ça qui est responsable de la baisse de sensibilité à haute température qu'on voit sur cette courbe, sur celle-là, mais qui là, effectivement, sur cette courbe-là, est pas très. Peut-être il faudrait monter plus haut ici, mais c'est vrai que ça pose question. J'enlèverai ce slide la prochaine fois. C'était pas ce que je c'était pas ce que je voulais dire. Non, c'était savoir Non, si, mais c'est vrai, si c'est le vrai. modèle a été utilisé ailleurs par d'autres à plus haute température. Peut-être que ça a Ouais. été le cas. Bon, moi, j'ai pas trouvé d'autres publics comme ça. Donc, j'avais montré celle-là, mais faudrait le vérifier pour d'autres appareils et d'autres conditions, et surtout dans un régime de température, aux températures plus élevées. Je suis d'accord avec toi. Il y a une question de Charles-André. Oui. Oui, voilà. Bonjour. Merci Pierre pour Bonjour Charles-André. Ouais. Alors moi j'ai une question concernant les différentes techniques de mesure que tu as présentées et différentes technologies finalement Ouais. d'appareils. Et tu as montré beaucoup d'exemples de chaleur latente à la solidification. Très bien. Et je pense que c'est certainement ce qu'il y a de plus évident à observer, hein, parce que c'est des quantités d'énergie importantes. Maintenant, je m'interroge de savoir si toutes les techniques et technologies d'appareils que tu as présentées fonctionnent à haute température, et si on a des limitations avec certaines techniques pour aller chercher des enthalpies de transformation sur des transformations de phase à l'état solide assez fines. Alors, Un exemple, par exemple, transformation, précipitation gamma prime dans un supergaz gaz nickel gamma à 1100 degrés, c'est assez haut en température, c'est pas forcément énorme en quantité d'énergie échangée. Est-ce qu'il y a des techniques particulières qui seraient meilleures que d'autres? alors, c'est vrai que le problème des transformations de phase solide-solide, c'est que c'est souvent beaucoup moins, enfin, c'est moins énergétique que les fusions, et l'ordre de grandeur, enfin, même quand on compare pour un élément pur comme le fer, l'ordre de grandeur des transitions, par exemple, alpha, gamma, gamma, delta, avec la fusion de la ferrite, delta, on voit qu'il y a un facteur 10 en gros entre les. C'est à peu près de l'ordre de la dizaine de kilojoules par mol pour la fusion d'un élément pur métallique, alors que c'est plutôt 1 kilojoule par mol pour une transition solide-solide, comme une transition allotropique dans le fer pur, par exemple. Donc, on va avoir une difficulté plus grande à déterminer ces transitions parce qu'elles sont moins énergétiques. Les difficultés qu'on peut avoir, alors, par contre, l'avantage, c'est que si on a des transitions de phase solide-solide, parce qu'à haute température, un des problèmes principaux qu'on peut avoir, c'est en fait la réactivité avec le creuset. Et c'est ça qui souvent peut venir parasiter la mesure. Et ça, c'est des problèmes qu'on rencontre dès qu'on va avoir une phase liquide où on a une réactivité accrue. Donc, à la solidification, certes, c'est plus énergétique, mais ça peut être aussi, dès qu'on a une phase liquide, on peut avoir des réactivités avec le creuset, ce qui rend finalement l'étude à la solidification délicate. Alors après, sur pour essayer d'avoir une meilleure sensibilité,
on peut jouer, ce que j'ai montré moi, c'est sur la vitesse, on peut jouer sur la masse d'échantillon. Et après, si c'est en 100 degrés, on peut essayer peut-être d'utiliser une tête de mesure plus sensible avec des couples. Alors, il faudrait voir, mais par exemple, quand on voit quand on a des thermocouples, ici, j'avais les pouvoirs thermoélectriques des thermocouples. Voilà, jusqu'à 1100 degrés, par exemple, bon, même si elle ne va pas avoir une durée de vie très prolongée, on voit qu'avec des couples de type K, un analyseur thermique, il a déjà 4 fois plus de sensibilité qu'avec des couples platine. Hein, voilà, donc, ce que je vois comme possibilité, c'est voilà, essayer d'augmenter la masse si l'effet thermique est faible et parce que généralement, la nature chimique du creuset, on ne va pas avoir beaucoup le choix. Il faut avoir quelque chose qui ne réagisse pas avec l'échantillon. D'accord, donc merci. Voilà. Ou alors, si l'échantillon vraiment, si on ne va pas jusqu'à la fusion, ou alors mettre vraiment l'échantillon au contact directement mettre le thermocouple au contact direct de l'échantillon. Ouais. Jusqu'à un morceau de nickel ou de super-alliage, ça peut être fait, je pense. Merci, Pierre. Jacques, c'est à toi. J'arrive. Bonjour. Pierre, donc merci pour ta présentation, très pédagogique, comme il était dit. J'ai été étonné par une information que tu as donnée, qui est que la température qui est lue la plupart du temps est la température référence et non pas la température échantillon. Bon, cela dépend des appareils, mais tu dis que le plus souvent, c'est la température référence. Je vois pas l'intérêt. Alors, moi, c'est un constat que j'ai fait. Par exemple, sur un analyseur thermique qu'on a, justement, je me suis enquis de savoir quelle était la température qui était tracée. Et c'est effectivement la température référence. Alors, l'utilisation de la température référence, elle est plus susceptible de suivre l'allure du four. Donc, elle va suivre le programme qu'on impose, parce qu'elle ne va pas être tellement influencée par le relâchement ou l'absorption de chaleur liée aux transitions dans l'échantillon. Voilà. C'est entendu, mais comme par ailleurs tu nous dis qu'il faut extrapoler à vitesse nulle pour obtenir les températures de transformation, en faisant comme cela, on a un fort risque de rajouter un biais lié à l'écart possible, l'écart lié à l'appareil ou enfin au chauffage, lié donc à l'écart entre les creusets échantillons et référence. On peut rajouter un biais qui est après il faut faire après il faut travailler dans les mêmes conditions lors de l'étalonnage et lors des mesures, donc pour corriger ça. Mais moi, je me suis aperçu en pratique dans les analyseurs thermiques, c'est ça qui est, enfin, dans des modèles commerciaux d'analyseurs thermiques. Oui, d'accord. Je savais pas. Il faut avoir ça à l'esprit. Mais effectivement, moi, on pourrait imaginer aussi, on est plus près de la température où on immergerait dans l'échantillon carrément lorsqu'on a le thermocouple qui est sous le creuset. Je suis d'accord avec toi, avec cette différence qu'on ne suit pas une excursion linéaire en température en fonction du temps. Lorsqu'il y a des transitions, on risque de s'en écarter. Alors, travailler à vitesse nulle, quand on peut, évidemment, c'est le mieux, enfin, d'un point de vue thermodynamique. Mais généralement, le problème qu'on rencontre quand on va à température, c'est la durée de vie de la tête de mesure. Et pour la durée de vie de la tête de mesure, généralement, on ne peut pas se permettre toujours de multiplier les runs à différentes vitesses. Et donc, il y a des gens qui travaillent, par exemple, à des vitesses assez élevées, toujours à la même vitesse, qui étalonnent à cette vitesse, etc. Et qui, dans un souci de ne pas devoir changer la tête de mesure trop souvent. Voilà. Donc, on n'a pas toujours la possibilité, je pense, de travailler et de multiplier les vitesses, quoi. Entendu. Merci et rendez-vous en juillet.
Merci. Question d'Ekaterina. Oui, bonjour. Merci Pierre pour cette super présentation. C'est très clair et franchement, donc il y a toutes les questions qu'on peut se poser. Moi, j'ai les questions plutôt d'utilisateurs que ceux qui font des mesures. Par exemple, tu as parlé sur l'exemple de nitrate d'argent, qu'il y a de pics et résolution en température. Ça, tu sais qu'il y a deux phénomènes. Par exemple, si tu reçois une courbe qui était fait, je ne sais pas, 10 voilà, 10 degrés par minute. Là, bon, on peut soupçonner qu'il y a deux pics, mais à quel moment il faut se poser la question qu'il faut qu'on fait de vitesse, qu'il y a un phénomène qui se cache. Est-ce qu'on peut déjà, sur l'allure de courbe, d'avoir cette sensation qu'il faut aller plus loin? Alors, là, dans ce cas précis, effectivement, c'était un matériau qu'on utilisait pour un étalonnage, hein, donc il est bien connu, mais l'indication, c'est que on voit là, dans ce cas précis, clairement que le signal, il retourne pas à la ligne de base entre les deux événements. Alors, il pourrait ne pas retourner pour d'autres raisons que celle-là, hein, parce qu'il y a des signaux, il pourrait y avoir un signal thermique qui fait qu'il y a deux fusions qui s'enchaînent et d'un point de vue thermodynamique, on ne va pas revenir à la ligne de base et on ne revient à la ligne de base qu'à la fin. Mais dans ce cas-là, on fait plusieurs vitesses et là, on voit bien qu'on arrive à déconvoluer les effets. Donc, quand on voit qu'on a deux pics qui s'enchaînent et qu'entre les deux, ça ne revient pas à la ligne de base, on peut avoir le réflexe d'essayer de varier la vitesse pour voir si on arrive à séparer les phénomènes ou pas, ou éventuellement de diminuer la masse pour faire ça. Donc, en fait, il faut… ce qui donne une idée, c'est si on connaît la ligne de base de son appareil et qu'on sait comment elle doit évoluer lorsqu'il n'y a pas de transformation. Donc, par exemple, on peut faire des lignes de base avec des creusets vides pour avoir déjà une idée de la ligne de base. Parce que, bon, idéalement, ça devrait être une droite ou même encore mieux une valeur constante. Mais en pratique, c'est toujours une courbe dont on espère qu'elle soit la moins complexe possible, quoi, une variation assez monotone et assez simple avec la température, par rapport à laquelle on arrive à distinguer assez facilement des pics et à distinguer si ces pics se recouvrent ou ne se recouvrent pas. Et auquel cas, si on voit une convolution, essayer de voir si on arrive à séparer ces deux transitions en jouant sur la vitesse ou en jouant sur la masse. Voilà. Très bien. Merci. Je ne vois plus d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore, Pierre, pour cette présentation. Et puis, rendez-vous le 6 juillet pour l'épisode 2 de la série Analyse thermique.